Bonjour. Merci d'avoir trouvé le temps pour cette interview. Comment allez-vous? Bonjour. Bien. C'est réjouissant. Eh bien, passons tout de suite à la question. Allons-y. L'Assemblée nationale de France a apparemment voté la confiance, par exemple, au ministre du pays, François Boyrot. Mais le ministre doit démissionner. Récemment, ce n'est pas le dernier changement de gouvernement en France dont j'ai entendu parler. Dites-moi, cette histoire est-elle importante uniquement pour la France, ou bien a-t-elle aussi un impact sur la situation en Ukraine? Eh bien, je pense qu'il est avant tout nécessaire de préciser un peu l'aspect légal de la question, afin que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Ce qu'on appelle le vote de confiance à l'Assemblée nationale au sein du Parlement français, c'est l'obligation fondamentale pour le gouvernement en place d'être pleinement responsable devant l'ensemble du Parlement, une institution démocratique essentielle. Cette obligation peut être mise en œuvre de trois manières. La première, c'est lorsque, au moment de la nomination du Premier ministre, ce dernier présente son programme à l'examen du Parlement, c'est-à-dire que les députés de l'Assemblée nationale, cette institution législative, votent pour ou contre une proposition de loi. Le deuxième cas de figure, ou le deuxième scénario possible, c'est lorsque les députés eux-mêmes interpellent directement le gouvernement en place à tout moment. Par exemple, ils peuvent convoquer un ministre spécifique pour une audition afin de décider s'ils sont pleinement satisfaits ou non de sa politique actuelle. Cela relève également de cette notion de confiance. La troisième option, c'est lorsque le Premier ministre lui-même, à tout moment de son mandat actuel, soumet son programme de gouvernement à l'examen approfondi des députés de l'Assemblée nationale. Cette procédure permet une évaluation détaillée et une discussion constructive des propositions du gouvernement. Il faut comprendre que François Bayrou, le Premier ministre sortant au moment de sa nomination il y a 9 mois, n'a pas présenté son programme au Parlement. Autrement dit, il a eu peur et en réalité, il a bien fait. Il faut comprendre que, dans la pratique historique, ce type de vote se termine généralement de façon positive. Pourquoi? Parce que les premiers ministres ne se présentent généralement devant le Parlement pour faire approuver leur programme que s'ils y disposent d'une majorité. Si la majorité du parti au pouvoir ou du Premier ministre n'est pas présente au Parlement, ils évitent alors cette procédure parlementaire. Que s'est-il précisément passé hier? Il faut absolument savoir que François Bayrou, une figure politique bien connue, a une popularité qui est malheureusement inférieure à 20% dans les sondages d'opinion actuels. Néanmoins, il a pris cette décision et il n'est pas surprenant que, au lieu de voir son programme confirmé, celui-ci ait été rejeté. Et de manière très significative. En gros, il faut obtenir 50% plus une voix. Dans son cas, c'était 50% plus, il me semble, environ 80 voix supplémentaires, ce qui est énorme. La question se pose donc, pourquoi a-t-il fait ce choix? Certains pensent qu'il était simplement naïf ou qu'il a commis une sorte de bêtise. En réalité, il n'y a rien de tel, il n'y a eu ni naïveté ni stupidité de sa part. Il est absolument essentiel de bien comprendre que durant ces 9 derniers mois, depuis le moment précis de sa nomination officielle et jusqu'à ce jour, la politique qu'il a mise en œuvre s'est avérée être extrêmement impopulaire, non seulement auprès de l'ensemble du peuple, mais également auprès de la majorité des députés, ce qui a engendré de vives réactions et un mécontentement généralisé. C'est pourquoi il savait qu'il lui serait extrêmement difficile de faire avancer les réformes qu'il comptait mettre en œuvre. De plus, il y avait de fortes chances, et ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné le troisième scénario possible. Lorsqu'une telle question de confiance politique et fondamentale peut se poser de manière sérieuse, il soupçonnait fortement et avec une certaine appréhension qu'il pourrait y avoir une convocation forcée et inévitable des députés au Parlement national afin de soumettre son programme politique et ses propositions législatives à ce vote de confiance crucial et déterminant pour l'avenir du gouvernement. Il savait parfaitement que si cela arrivait, il serait, comme on dit, éjecté. Ainsi, en prenant cette décision importante et réfléchie, il a tout simplement accompli un acte politique significatif qui lui permet de ne pas être expulsé de la scène politique, mais plutôt de partir avec une dignité et une élégance remarquables, laissant derrière lui une impression positive et durable.
Ce véritable et profond désir de partir dignement, avec une certaine noblesse et respect, est la raison fondamentale pour laquelle il a lui-même soumis son programme détaillé, ainsi que sa trajectoire budgétaire complète et soigneusement élaborée, à l'approbation formelle et démocratique des députés de l'Assemblée nationale, garantissant ainsi une transparence accrue et une légitimité incontestable. Il y a bien sûr une deuxième raison supplémentaire à l'autodissolution actuelle du gouvernement. C'est que, en ce moment, dans les prochains jours, demain le 10, je crois, puis du 15 au 18 septembre, il y aura des manifestations antigouvernementales, mais dans ce cas désormais uniquement antiprésidentielles, c'est-à-dire des troubles populaires dans les rues à l'échelle nationale. Ainsi, Emmanuel Macron, qui depuis plusieurs années déjà pratique ce que l'on pourrait véritablement appeler des jeux politiques de bon taux, des manœuvres subtiles, de petites manipulations calculées, cherche activement à détourner l'attention du grand public et de l'ensemble de la population française des problèmes majeurs et des difficultés qu'il crée et engendre en France, et, ce faisant, à apaiser le peuple, à calmer les esprits et à restaurer une certaine forme de tranquillité sociale, même si celle-ci est superficielle et temporaire. Dans quel but? Afin de mener à bien sa présidence jusqu'à la fin complète de son mandat actuel, c'est-à-dire précisément jusqu'à son expiration officielle en avril 2027. Pourquoi en a-t-il besoin? L'enjeu crucial et fondamental est d'augmenter significativement ses chances pour sa future et prometteuse carrière au niveau de l'Union européenne. En réalité, il rêve depuis très longtemps et avec une grande ambition de prendre la place éminente d'Ursula von der Leyen, une position de pouvoir et d'influence considérable au sein de l'institution européenne. Et si c'est précisément pour cette raison fondamentale et inébranlable qu'il refuse catégoriquement et avec une détermination absolue de quitter son poste de président, c'est-à-dire qu'il a clairement et publiquement déclaré « Je resterai à mon poste avec toute ma conviction et mon engagement jusqu'aux 15 dernières minutes de mon mandat, sans aucune exception ni dérogation. » Il est facile de comprendre que s'il part maintenant, il lui sera impossible d'obtenir le poste de von der Leyen. Autrement dit, il faut une transition précise. Dès qu'il quitte la présidence, il faut immédiatement que von der Leyen parte pour qu'il puisse prendre sa place. Cela ne semble pas prévu dans les prochains mois, donc c'est ainsi. Pour elle, c'est extrêmement important. On peut aussi dire, entre guillemets, que ce vote de confiance, mais dans ce cas, il s'agit plutôt d'un vote de défiance. Depuis la fondation officielle de la Ve République française en 1958, une période historique significative, seuls 2 gouvernements successifs ont été renversés par un vote de défiance, c'est-à-dire un vote de confiance formel et explicite de l'Assemblée nationale, l'institution législative clé. Il s'agissait spécifiquement du gouvernement de Georges Pompidou en 1962, un événement marquant dans l'histoire politique, et plus récemment, l'an dernier, du gouvernement Macron en 2024, un fait d'actualité notable. Autrement dit, la chute de 2 gouvernements successifs sous la présidence d'Emmanuel Macron, 2 années consécutives. C'est un précédent historique extrêmement sérieux et sans précédent, qui témoigne de manière flagrante d'un chaos politique profond et persistant régnant actuellement en France, un véritable chaos politique et institutionnel. D'un autre côté, cela démontre également de manière significative à quel point la politique actuelle de Macron est profondément impopulaire auprès de la population française, sa popularité se situant actuellement dans une fourchette très basse, aux alentours de 15 à 20%. Et pour répondre de manière plus approfondie à votre question essentielle, comment un éventuel changement de gouvernement, par exemple, pourrait-il concrètement influencer les événements et le cours de la situation en Ukraine? Eh bien, pour faire court, pratiquement en rien. Car aujourd'hui, selon la loi, le Premier ministre sortant doit présenter sa démission à Macron, qui est alors tenu, enfin pas obligé, mais censé l'accepter. Mais peu importe qui sera nommé ensuite, beaucoup parlent actuellement de consensus, mais il existe en réalité une très forte division entre les partis politiques, c'est-à-dire que la droite est contre la gauche contre la droite, et pratiquement personne ne veut travailler avec qui que ce soit. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait quelqu'un de vraiment neutre, mais même si un nouveau Premier ministre est nommé, sa politique ne différera pas fondamentalement de celle du Premier ministre sortant concernant le conflit en Ukraine.
De véritables changements significatifs pourraient être apportés seulement par quelques politiciens sur la scène politique française, mais ils n'ont aucune chance d'accéder au poste de Premier ministre, ni même au gouvernement, car ils occupent malheureusement une position relativement marginale dans la politique française. Comment cela est-il? Comment voyez-vous, Salamou Hassenev, le rôle actuel de la France dans la politique mondiale? Le rôle actuel de la France dans la politique mondiale. Voyez-vous, le degré des tentatives de la France d'influencer la politique mondiale est très élevé. Le nombre d'efforts pour influencer est important, mais son rôle réel est assez insignifiant. Autrement dit, l'efficacité de la France, même au sein de toute l'Union européenne, est extrêmement faible, c'est-à-dire que malgré beaucoup de mouvements, comme un serveur d'utilité, son impact est très négligeable et extrêmement improductif. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de la France, Macron, en tant que force politique, n'existe pratiquement plus. L'agenda international est, on peut dire, son unique bouée de sauvetage, entre guillemets, qui lui permet de continuer à exister et d'espérer d'une manière ou d'une autre atteindre la fin de son mandat en avril 2027. C'est pourquoi il est extrêmement actif sur la scène internationale et, par exemple, si l'on prend la toute dernière réunion importante au niveau de l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement, souvenez-vous bien, avec le président Trump, c'est-à-dire Ursula von der Leyen, le président Macron et un certain nombre d'autres représentants éminents venant d'Italie et d'autres pays encore. Macron, je n'ai aucun doute que c'est lui qui a été l'initiateur de cette initiative, car j'ai attentivement examiné et analysé le déroulement de cette rencontre. Il y a des vidéos, des photos, etc. En plus de cela, il y a aussi la communication non verbale, c'est-à-dire le langage des gestes, etc. Il était clairement le leader de ce groupe d'un côté, sans même parler du fait qu'il était assis, par exemple, en face de Trump, au centre, tandis que les autres étaient à gauche et à droite. Ce qui en est ressorti, c'est-à-dire rien n'en est sorti, tout le monde le sait, mais il faut considérer cela dans le sens où il vise précisément à être le leader de l'Union européenne. D'un autre côté, Macron ne pouvait pas ignorer que l'organisation de cette rencontre avec Trump, d'un point de vue diplomatique, relevait de l'absurdité totale, c'est-à-dire que ce sont des choses impossibles, des choses de ce genre, même pour deux dirigeants seulement, et encore moins pour tout un groupe de chefs d'État. Il faut comprendre que toute négociation, et c'est pareil dans le monde des affaires d'ailleurs, se prépare avant la négociation elle-même. Environ 90% de toute négociation se déroule en amont. Donc, lorsque les dirigeants de pays, ou même de grandes entreprises, se rencontrent, il s'agit, pour le dire simplement, de signer un papier. Il ne peut fondamentalement pas y avoir de véritables discussions susceptibles de changer la donne. Alors, pourquoi Macron a-t-il accepté cela dans ce cas? Ici, il s'agissait d'une action pour l'action. L'objectif était lié à son rôle personnel, à sa participation individuelle, pour montrer qu'il était le chef, qu'il dirigeait, pour ainsi dire. Voilà, c'est la réponse supposée à la question de savoir comment on peut évaluer le rôle actuel de la France dans la politique mondiale. Beaucoup d'agitation, peu de résultats. Et selon vous, quel facteur influence la hausse de l'émigration depuis la France? Et quels facteurs influencent la hausse de l'immigration en France? Eh bien, tout dépend du point de vue, comme on dit, cela dépend de la perspective. Du point de vue des immigrés, et pas seulement en France, mais sur l'ensemble du territoire de l'UE, à l'exception de quelques pays marginaux, il s'agit avant tout, bien sûr, de facteurs politiques, c'est-à-dire du niveau de vie. Il faut comprendre que la majorité de la nouvelle population qui arrive provient de pays où le niveau de vie est bas ou extrêmement bas. Donc parler par exemple d'un quelconque aspect culturel ou politique n'a pas de sens. Ce sont des absurdités. Ensuite, bon, du point de vue des gouvernements, là, c'est plutôt la politique et le facteur économique qui jouent un rôle principal et déterminant. Dans le cas de l'Union européenne, il s'agit d'un agenda global et très complexe, combiné à une pénurie de main-d'œuvre pour les emplois peu rémunérés. Que cette politique soit bonne ou mauvaise, cela dépend des opinions politiques de chacun. Personnellement, je pense que c'est une politique extrêmement mauvaise,
Mais malgré tout, les faits sont là. On peut dire qu'il y a un manque criant de main-d'œuvre, mais uniquement pour les emplois peu qualifiés et peu payés. Il faut aussi mentionner que le conflit en Ukraine a son impact significatif sur cette question, car il y a eu des vagues migratoires importantes d'Ukrainiens. Tout le monde s'en plaint, pratiquement tout le monde est mécontent, surtout maintenant. L'euphorie des premiers mois est depuis longtemps passée. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont ici, sur place, et c'est un problème, ce n'est pas une solution, c'est un problème à part entière. Mais malgré tout, ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. On peut verser toutes sortes d'allocations, etc. Mais je ne doute pas que ceux qui ont organisé cela savaient très bien qu'une partie significative des réfugiés ukrainiens resterait ici pour toujours et tout le monde s'y prépare. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont installés, apprennent la langue, ont trouvé un emploi, bien sûr peu rémunéré. Il ne s'agit pas de postes de professeurs ou d'ingénieurs, loin de là. Sur 1 million de personnes, s'il y a 2, 3 ou 4 ingénieurs ou professeurs qui ont trouvé un emploi, c'est déjà beaucoup. Les autres, ce sont vraiment des emplois dans le bâtiment, le nettoyage, etc. Vous comprenez? Donc, du point de vue du gouvernement, c'est la question économique qui prime. En fin de compte, ceux qui ne travaillent pas, qui vivent des aides sociales, qui ne connaissent pas la langue, qui ne l'apprennent pas, qui ne travaillent pas, dès que le conflit sera terminé, on leur demandera de retourner en Ukraine. Quant à ceux qui se sont assimilés d'une manière ou d'une autre, principalement sur le plan professionnel, ils pourront continuer à vivre ici, leurs documents seront prolongés. La société française a-t-elle peur de la fuite des cerveaux ou, au contraire, accueille-t-elle favorablement l'arrivée de nouvelles cultures? En principe, l'un n'exclut pas l'autre, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, mais la fuite des cerveaux, vous savez, beaucoup disaient qu'il y avait une fuite des cerveaux de Russie, etc. Effectivement, dans les années 90, c'était le cas. Il faut comprendre que la même chose se produit, certes à une moindre échelle, mais cela arrive aussi dans l'Union européenne, y compris en France. Beaucoup de gens partent aujourd'hui. Auparavant, ils allaient au Royaume-Uni, mais maintenant, la situation y est pire qu'en France. Donc, beaucoup se dirigent principalement vers les États-Unis. Donc, il y a bien une fuite des cerveaux, mais elle est très peu médiatisée. C'est-à-dire que dans la presse, etc., il y a une politique qui consiste à en parler le moins possible, donc il n'y a pas vraiment de crainte parmi la population, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Voilà, c'est en ce qui concerne la fuite des cerveaux, puis la peur, l'arrivée de nouvelles cultures. Bien sûr, cela n'arrive pas, en tout cas c'est tout à fait naturel. Tout ce qui est étranger fait peur, et quand ce qui est étranger a en plus une attitude négative envers toi, quand l'étranger ne cherche chez toi qu'un soutien financier et rien d'autre, j'insiste bien sur le rien d'autre, eh bien cela fait peur. De plus, les nouvelles cultures qui arrivent non seulement en France mais aussi sur le territoire de l'UE sont dans une large mesure incompatibles avec la culture européenne. Oui, que ce soit bien ou mal, peu importe, c'est un fait, oui, c'est un fait. Et ils vivent dans leur propre communauté, ce qu'on appelle des communautés, oui, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre groupe et leur propre quartier, ils arrivent par vagues, et ils se rassemblent et vivent leur propre vie. Eh bien, de quoi parler, vous savez, je riais. Justement, hier soir, j'ai montré à mes amis un poste, le précédent du Royaume-Uni, oui, la première ministre, une nouvelle musulmane, qui, dans leur parlement anglais, le parlement britannique, a prêté serment sur le Coran, c'est-à-dire qu'elle a confirmé devant Allah qu'elle servirait loyalement le roi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous comprenez, oui, c'est une nouveauté. Et cela va continuer, cela va se développer. Je ne parle pas de savoir si c'est bien ou mal, laissons cette question de côté, mais il y a un fait, oui, il existe concrètement une théorie du remplacement. Certains disent que tout cela n'est que des bêtises, d'autres affirment que c'est exactement ce qui va se passer et rien d'autre. Mais il y a des chiffres concrets qui montrent que l'immigration continue, qu'elle est massive, et cela ne concerne pas les Ukrainiens. En ce qui concerne le continent africain, le Moyen-Orient, etc., là-bas, c'est tout simplement dans leur culture, par exemple, d'avoir au moins 3 ou 4 enfants. Pour eux, avoir une famille avec un seul enfant, ou pas d'enfant du tout, c'est inhabituel. Alors qu'en France,
C'est justement l'inverse. Avoir une famille avec 4 enfants, c'est quelque chose de très rare. C'est pourquoi, naturellement, avec le temps, une partie de la population ici va changer de culture. Je veux dire que les Français deviendront moins nombreux et les autres plus nombreux, et bien sûr, cela effraie les Français eux-mêmes. Dans quelle mesure l'opinion publique en France est-elle influencée par les campagnes d'information? Voyez-vous, d'un côté, il existe des études assez récentes et particulièrement significatives, comme celle menée par le prestigieux Reuters Institute en 2025. Cette étude approfondie, qui portait spécifiquement sur l'opinion générale de la population, et plus précisément encore sur leur niveau de confiance perçu au sein de l'espace médiatique dans son ensemble, a révélé des chiffres plutôt surprenants. En effet, il s'est avéré, de manière assez frappante, que le niveau de confiance des citoyens français envers les médias traditionnels et numériques n'est que de 29%, un pourcentage remarquablement bas qui soulève de nombreuses questions quant à la perception actuelle de l'information et de sa diffusion dans notre société contemporaine. À mon avis, c'est l'un des taux les plus bas. Il me semble qu'ils ont étudié 48 pays et pour 47 d'entre eux, c'est l'un des taux les plus faibles. C'est-à-dire que le niveau de confiance de la population envers la presse est extrêmement bas. Mais il ne faut pas confondre deux notions, le niveau de confiance et la susceptibilité à l'influence. Votre question, en quelque sorte, clôt la constatation du niveau de confiance, mais votre question portait sur la mesure dans laquelle la population est influencée, et ce sont deux choses très différentes. Donc, le niveau de confiance est bas, mais néanmoins, la susceptibilité à l'influence est extrêmement élevée. Il faut comprendre que dans les pays où il existe, par exemple, une dictature, les médias de masse sont entièrement sous le contrôle de l'État, tout le monde le sait, la population locale les écoute, mais essaye de trouver des sources d'informations alternatives, comprenant que tout n'est pas vrai, etc. Alors qu'ici, pas tous, mais la majorité de la population, non seulement en France, mais cela concerne tout l'Occident, la plupart pensent naïvement qu'ils vivent en démocratie, qu'il y a la liberté d'expression, donc il n'est pas nécessaire de faire d'efforts, de chercher des sources d'informations alternatives. Il suffit de regarder quelques chaînes de télévision différentes en France, de lire quelques journaux différents, quelques sites d'information principaux, et on pense savoir ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas, il se trompe profondément, parce que si, dans les dictatures, le contrôle de l'espace médiatique est un travail assez grossier, on le voit tout de suite dans les soi-disant démocraties. C'est un contrôle qui en réalité est le même, je dirais même qu'à certains égards, il est encore plus strict, mais ici, c'est un travail de précision, au scalpel, pas à la hache, donc il est beaucoup moins visible. Il faut comprendre qu'il existe dans le monde trois principales organisations médiatiques qui contrôlent la majeure partie de l'information mondiale, qui la contrôlent, c'est-à-dire qui s'occupent de sa diffusion. Il s'agit, pour commencer, mais pas seulement, de l'agence française Agence France Presse, AFP, de l'agence britannique Reuters, d'ailleurs celle qui a été mentionnée dans cette étude, de marché sur la confiance, la comédie, ce sont les Anglais, et de l'agence américaine Associated Press. Ces trois-là contrôlent un immense marché de l'information. Pour vous, pour les personnes qui travaillent dans le domaine des médias, ce n'est pas un secret, mais néanmoins, il faut souligner pour les autres que lorsqu'un journal, une radio ou une télévision parle d'une actualité, de quelque chose qui s'est passé quelque part, il faut comprendre que dans 9 cas sur 10, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Par exemple, il se passe quelque chose au Guatemala. Mais comment un journal de Marseille, de Varsovie ou de Londres pourrait-il savoir ce qui s'y passe? Ils n'en ont aucune idée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent l'information et ils l'achètent auprès des trois organisations que j'ai mentionnées. Ensuite, il y a des agences supplémentaires pour les images, c'est-à-dire qu'on peut acheter le texte à l'une et la photo à une autre. Par exemple, Corbis Sigma, c'est une organisation spécialisée dans l'image. Ils vendent en gros des photos. Oui, j'ai travaillé avec eux. Donc il faut comprendre ici qu'il existe une influence très sérieuse des gouvernements, des États, sur ces trois géants des médias. Par exemple, l'agence France Presse, il faut savoir qu'elle reçoit plus de 100 millions d'euros par an de subventions provenant uniquement du budget national, c'est-à-dire de la poche des contribuables. Ce n'est pas 200 000
ni quelques millions, je peux me tromper, mais c'est environ 120 millions d'euros, mais en tout cas plus de 100 millions chaque année. Mais cela ne s'arrête pas là. Il faut comprendre que l'Union européenne elle-même, au niveau de l'UE, dispose également d'un système de financement très sérieux pour la propagande. Ce ne sont donc pas seulement les organisations étatiques qui participent à la propagande, mais aussi, bien sûr, les médias de masse, les agences de publicité, les médias dits mainstream, les ONG, et puis Reporters sans frontières, etc. Il faut réaliser, par exemple, que en 2025, rien que cette année, rien qu'au niveau de l'UE, environ 650 millions d'euros ont été alloués à la propagande. Ce sont des sommes gigantesques et cela s'ajoute au financement au niveau des États. Les plus de 100 millions que la France verse à l'agence France Presse ne sont pas inclus dans ces 650 millions. Donc, si l'on parle au niveau européen, il s'agit d'un financement par les États dans le but de contrôler l'information de plus d'1 milliard d'euros par an. Cela va directement aux médias, aux journaux, à la télévision, à la radio, plus d'1 milliard d'euros par an. Et vous comprenez bien, j'ai des connaissances parmi les responsables de certains médias, et ils disent que c'est très simple. Si tu commences à publier des informations ouvertement anti-gouvernementales, surtout sur la scène internationale, tout cela s'arrêtera très vite, tu perdras ton financement. Ils trouveront des moyens, bien sûr, ce ne sera pas du genre tu écris contre nous, alors on te retire les subventions. Non, il existe, comme on dit, 1001 façons d'organiser cela pour que tout soit légal, etc. Tout est très simple. Donc pour revenir à votre question, l'opinion publique, en général les masses, sont extrêmement influencées par l'espace médiatique parce qu'elles pensent que ces médias sont plutôt indépendants, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas. Comment le soutien à Macron parmi les Français a-t-il évolué ces dernières années? Surtout après l'élection de 2022. Le soutien à Macron. Voyez-vous, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en juin 2017, plus précisément en septembre de la même année 2017, son soutien populaire était d'environ 45 degrés. Ce pourcentage significatif était observé parmi les électeurs et représentait une part importante de l'opinion publique à ce moment-là. Non, pardon, autour de 60%. C'était justement au moment de son élection, en juillet, et en septembre 2017, c'était autour de 45%. C'est-à-dire qu'en peu de temps, il a perdu pas moins de 15%. C'est en principe normal. Mais en septembre 2021, les 45% environ sont devenus à peu près 30% à l'élection. En avril 2022, lorsqu'il a été réélu pour un nouveau mandat, son soutien populaire était d'environ 25% des électeurs inscrits, ce qui représente une part significative de l'électorat à ce moment-là. Et il faut le dire entre guillemets, on en parle peu, pratiquement personne n'en parle, mais il a été réélu, notamment grâce à la guerre, au conflit qui a commencé en Ukraine. C'est ici une question purement de psychologie des masses. Il était extrêmement impopulaire encore 2 à 3 mois avant le début de la phase armée, la principale phase armée du conflit en Ukraine en février 2022. Il était extrêmement impopulaire. Autrement dit, ses chances étaient très faibles d'être réélu. Mais comment fonctionne la psychologie des masses? Tout le monde savait très bien qu'il communiquait avec Poutine, souvenez-vous, il l'a rencontré, c'est-à-dire qu'il avait certains contacts, il le connaissait personnellement, etc. Et cela a coïncidé. Ainsi, l'élection présidentielle a eu lieu un mois, moins de 2 mois après le début de l'opération militaire spéciale, et il a mis en avant un facteur non négligeable pour les masses. Regardez, je le connais. Poutine, j'ai déjà affaire à lui, je travaille avec lui, c'est-à-dire que je peux m'entendre avec lui. En tout cas, j'ai beaucoup de chance. Et comment pense le peuple? À l'époque, c'était maintenant, tout le monde en a déjà assez, oui, de ce sujet, mais à ce moment-là, c'était le sujet numéro un, plus important même que l'économie intérieure. Le peuple était sous le choc de ce qui se passait. C'est pourquoi il comprenait que si l'on élisait quelqu'un de nouveau, qui n'avait jamais parlé à Poutine, qui ne le connaissait pas, il ne serait personne. En ce qui concerne la politique de la Russie. Alors que si l'on réélit Macron, il y a une chance que tout puisse se résoudre par l'intermédiaire de Macron, qui communique avec Poutine depuis très longtemps déjà.
C'était donc l'un des principaux facteurs pour lesquels il a été réélu. De plus, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Rappelez-vous qu'il vise un poste européen. Et en négligeant complètement la politique intérieure, il s'investit très sérieusement, il fait beaucoup de démarches en matière de politique internationale. Et la majeure partie de toute sa politique internationale concerne bien sûr la question de l'Ukraine. Autrement dit, il a, pour ainsi dire, misé sur la guerre, c'est grâce à elle qu'il a gagné, qu'il est devenu président pour la deuxième fois, et il comprend parfaitement ce que, sur la peur, non pas sur quelque chose de constructif, mais sur une peur brute, animale et humaine. Il peut ainsi prolonger sa carrière. C'est le principal facteur pour lequel il est si agressif envers la Russie sur la question de l'Ukraine. Parce que si, par exemple, la guerre se termine demain, alors pour lui tout va très mal. Pour Macron, c'est fini. Il n'aura tout simplement plus rien à dire, à part sur les questions intérieures, des problèmes intérieurs français qui n'ont aucune solution. Je ferme les guillemets. Son soutien en avril lors de la réélection était d'environ 45%. En avril 2023, donc un an plus tard, en avril 2022, il a été réélu. En 2023, il avait un soutien d'environ 25%. Et à ce jour, comme je l'ai mentionné précédemment, il a un soutien d'environ 15 à 20%, enfin environ 18%. Bien sûr. Eh bien, après cela, qu'aimeriez-vous transmettre au grand public, en particulier aux jeunes qui s'intéressent à la politique? Tout d'abord, sans aucun doute, il est essentiel de développer la pensée critique. Qu'est-ce que cela signifie? Ne jamais tirer de conclusions définitives. Il faut comprendre que tout l'espace médiatique est fortement pollué par la désinformation, par des jeux politiques, par des campagnes médiatiques dans le parallèle, etc. Autrement dit, pratiquement tout, ou en tout cas une grande partie, en est constitué. La pensée critique, c'est avant tout se dire à soi-même que je peux me tromper dans mon opinion parce que je n'ai physiquement pas accès à toute l'information, c'est-à-dire ne jamais tirer de conclusion définitive, quoi que vous voyez, même si c'est très choquant, quoi que vous entendiez. Gardez toujours à l'esprit qu'il se peut qu'on essaie simplement de vous manipuler. C'est-à-dire laissez toujours la porte ouverte à des informations supplémentaires. Merci beaucoup pour cette conversation si intéressante et captivante. Nous avons été ravis d'échanger avec vous. Je vous en prie, merci à vous.